Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Étienne Labédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le gouvernement décide de l'élargissement de la cible vaccinale contre la COVID-19 aux élèves et apprenants des classes de 6e ou personnes de plus de 12 ans. La mesure qui a pris effet à compter d'hier entend poursuivre les efforts vers l'atteinte d'une immunité collective. Les participants à l'atelier de renforcement des capacités des patrons de presse du Grand Lomé à Palimé se sont séparés hier au terme de 2 jours d'échange. Il s'agissait pour l'association média togolais contre la corruption et le blanchiment d'argent d'améliorer les connaissances des professionnels des médias sur la fiscalité et les techniques de traitement des informations contre la corruption et le blanchiment d'argent. Le Mali, toujours et encore sur le devant de la scène internationale, des milliers de Maliens ont manifesté hier contre les sanctions ouest-africaines qui frappent leur pays. La junte malienne réussit son pari et s'active dans le même temps sur le front diplomatique. Réhabilitation et réinsertion des personnes vulnérables, l'ONG Remar Togo, une organisation bénévole internationale, s'y attelle, présente au Togo depuis 1994. Elle a pour, entre autres missions, de remettre en bon état toxicomanes, alcooliques et autres personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. Gilles Kamagaté est le responsable des relations extérieures et de la communication à l'ONG. Il est notre invité ce samedi. Et puis à suivre également dans ce journal les échos du palais et les sports. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le ministère en charge de l'urbanisme a démarré le processus d'élaboration des plans locaux d'urbanisme au profit des communes du Togo. Il a procédé hier à Nouépé au lancement des travaux d'élaboration de ces plans pour le compte de 2 communes riveraines du Grand Lomé. Il s'agit des communes AV2 et Zio2. Yao Kamake. Il s'agit d'une phase pilote pour ces 2 communes, AV2 et Zio2, qui vont bientôt se doter chacun de son plan local d'urbanisme. C'est un projet d'intérêt capital pour les populations de ces localités qui commencent par ressentir la pression démographique que connaît le Grand Lomé. Kouakou Ayaouli, le maire de la commune AV2. En effet, comment le dire, toute société qui n'est pas bien organisée ne peut pas aller de l'avant. Et donc je pense que cet outil permettra à nos communes d'aller de l'avant. Eu égard aux difficultés que nous rencontrons sur le terrain par rapport à l'occupation du sol, les constructions anarchiques, les constructions dans les zones non indiquées, je crois que ces plans nous permettront d'intervenir à temps opportun pour dire quand même à la population, ici ce n'est pas indiqué pour la construction. Le projet compétitivité des services pour le commerce est financé par la Banque mondiale et la réalisation de l'opération dans les 2 communes est confiée au groupement CID-Beta qui promet une méthodologie efficiente. Dominique Lougui, l'un des techniciens du groupement CID-Beta. Il est question de penser le développement et l'aménagement de ces 2 communes-là dans un horizon de 20 ans. Et pour pouvoir penser ce développement, il est nécessaire de maîtriser l'état actuel de ces 2 communes-là. Il y aura des études sur la dynamique socio-économique du milieu. Il y a un accent particulier sur la dynamique environnementale. Pour le ministre en charge de l'urbanisme, Kofi Tcholenyanou, la mise en œuvre de ce projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme des communes fait partie des forts indicateurs de réussite des réformes du foncier au Togo. Dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, la mission et les engagements du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière portent sur la construction de 20 000 logements décents et à coût abordable,
l'accès de 15% des populations aux ouvrages d'évacuation des eaux usées et 86% des populations aux ouvrages d'assainissement, ainsi que le titrement de 30% des terres à l'horizon 2025. Ces engagements traduisent la volonté affirmée des plus hautes autorités de notre pays d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Or, sans un aménagement spatial harmonieux, il est quasiment impossible de réaliser les habitats et les ouvrages d'assainissement adéquats. Cette phase pilote, une fois achevée et approuvée dans les communes AV2 et ZIO2, sera dupliquée et étendue aux 115 autres communes du Togo. Sécurité ou insécurité routière au Togo, en dépit de nombreuses sensibilisations et des actions menées par le gouvernement, les ONG et les acteurs civils, la situation sur la sécurité routière reste toujours préoccupante. Les chiffres enregistrés au second semestre 2021 parlent d'eux-mêmes, avec 334 décès recensés et 3577 accidents. C'est le triste bilan présenté jeudi dernier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Yak Damham. Les causes principales, excès de vitesse et dépassement hasardeux. 334 morts par rapport au premier semestre. Je ne vais pas dire qu'on a fait mieux. Même s'il y a un mort, on n'a rien fait. Et on n'a pas fait mieux. Si on avait comme nombre de morts pour le deuxième semestre, peut-être 80, 50, là je dis Dieu merci, tout le monde a travaillé. Mais 300, c'est déjà trop pour notre pays. Si on additionne avec les morts du premier semestre, on est à plus de 660 morts. Sur une population de 7-8 millions, 70% des accidents, c'est les deux roues. Presque 60% des morts, c'est les deux roues. C'est là où on a problème. Si nous arrivons tous à prendre l'engagement à sauver les vies des accidentés des deux roues, on aurait gagné. C'est nous-mêmes qui allons être la solution. Notre prise de conscience individuelle et collective qui va nous permettre de diminuer le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre d'accidents sur nos routes. Face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernement a doté le pays d'une politique nationale de sécurité routière, dont l'objectif est de renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle routier. Cet instrument va s'appuyer sur le management, les infrastructures, la qualité des véhicules et autres mesures. Retrouvons le ministre Yak. Nous allons continuer la sensibilisation, nous allons continuer la répression, nous allons continuer l'éducation. Tous les conducteurs, que ce soit moto, taxi ou privé, votre passager va porter le casque. Et ça va nous amener à réduire un peu le nombre parce que parfois le conducteur, lui, est protégé, l'autre n'est pas protégé. Le permis A, on avait lancé, mais Covid est venu tout bouleversé. Le lancement a eu lieu à Palimé, ça va continuer, l'exercice va continuer. Mais je dis aussi aux cyclomoteurs de ne pas toujours attendre. Pour ma sécurité, je vais sur la formation. Le gouvernement va faire prendre des mesures que je souhaite que ces mesures soient acceptées de tous. On va prendre un temps pour éduquer. Mais on va prendre un temps aussi pour réprimer sévèrement. Au Togo, les plus de 12 ans sont désormais aussi concernés par la vaccination depuis hier. Le gouvernement, après avis du Conseil scientifique et la prise en compte de l'évolution de la pandémie, a en effet décidé d'élargir la cible vaccinale jusqu'alors réservée aux 18 ans et plus sur toute l'étendue du territoire national. L'ambition du gouvernement est de poursuivre les efforts vers l'atteinte d'une immunité collective et de permettre aux populations d'éviter les formes graves de la maladie. Pour y parvenir, il compte sur la mobilisation de tous. Par ailleurs, en dehors des principaux gestes barrières édictés depuis le début de la pandémie, notamment le lavage systématique des mains ou la désinfection, le port de masques et la distanciation sociale, la population est exhortée à éviter tout contact étroit avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou de difficultés respiratoires. À ce jour, plus de 2 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées.
L'atelier de renforcement des capacités des patrons de presse du Grand Lomé sur la thématique de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées s'est achevé hier à Kpalimé. La rencontre organisée par l'association Médias Togolais contre la corruption et le blanchiment d'argent Métocob, appuyée par l'Office togolais des recettes hôtelières, s'est fixée comme principal objectif d'amener les professionnels des médias sur la fiscalité ainsi que sur les techniques de traitement des informations contre la corruption et le blanchiment d'argent. Juliette Kandé. Pendant 2 jours, les responsables d'organes de presse, du public et du privé venus du Grand Lomé ont été formés sur les thématiques liées à la corruption et au blanchiment d'argent, au règlement fiscal en vigueur au Togo, aux techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations sur la corruption. Autre thématique, les outils de prévention à l'OTR, les techniques du journalisme d'investigation, le blanchiment d'argent et ses conséquences sur l'économie d'un pays. Pour les organisateurs, les médias, de par leur rôle, contribuent grandement à lutter contre la corruption et à stimuler le civisme fiscal. Michel Tchadja, président de Métocob. C'est une fois encore un moyen pour nous de pouvoir bénéficier de l'apport des experts dans la lutte contre la corruption. Globalement, c'est pour outiller nos confrères sur comment amener les populations à avoir, par exemple, la culture du civisme fiscal pour qu'à partir des médias, les Togolais et les Togolaises puissent aller librement payer leurs impôts. C'est ça qui peut aider le gouvernement à mobiliser des ressources nécessaires pour faire face aux nombreux défis qui s'imposent à lui. La corruption, elle est aussi vieille que le monde et ce n'est pas au jour au lendemain qu'on peut venir à bout. C'est progressivement qu'on peut amener les gens à changer de mentalité. Et les acteurs qui sont à même de faire ce travail, c'est les médias que nous sommes. C'est les médias qui peuvent relayer les informations, qui peuvent parler de temps en temps aux populations, que ce soit par les émissions radioactives ou les articles de presse, peuvent amener les populations à adopter des attitudes responsables pour permettre au pays de gagner beaucoup de ressources, parce que la corruption fait perdre chaque année des milliards à tous les pays du monde. Le président de l'Observatoire togolais des médias, OTM, Fabrice Betchezi, a saisi cette opportunité pour inviter les professionnels des médias à capitaliser cette rencontre et à matérialiser les connaissances acquises dans leur production. Il faut noter que des formations similaires ont été organisées à l'endroit des journalistes des régions centrales, de la Kara, des savanes, des plateaux et maritimes. Manifestation monstre hier au Mali. Ils étaient des milliers de Maliens à descendre dans la rue pour protester contre les sanctions de la CEDEAO décrétées pour punir les militaires qui, selon eux, ont repoussé les élections et la transition de plusieurs années. Parallèlement, la junte s'active sur le plan diplomatique. Yao Kamake. S'il est vrai que les Maliens ont massivement répondu à l'appel de la junte à manifester contre les sanctions imposées au Mali par la CEDEAO, le dialogue n'est pour autant pas rompu. Les autorités de Bamako disent n'avoir pas fermé les portes des négociations et qu'elles vont continuer à dialoguer avec les institutions sous-régionales et des pays de la sous-région pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. C'est ce qu'a d'ailleurs réaffirmé hier le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Monsieur Maïga est aussi attendu dans 72 heures en Mauritanie avec 5 autres ministres. Sur place à Nouakchott, la délégation malienne va étudier les moyens de contourner l'embargo qui frappe le Mali et envisager d'utiliser à l'import comme à l'export les ports mauritaniens. Nouakchott pourrait également conseiller aux envoyés du colonel Assimi Goïta d'établir un chronogramme des actes à poser pendant le reste de la transition afin d'organiser les élections générales cette année et pas au-delà.
réunis jeudi et hier à Brest en France sur la crise entre la Russie et l'Ukraine, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont estimé que la situation au Mali ne va pas dans la bonne direction et la junte ne donne aucun signal positif, au contraire. En attendant, le colonel Assimi Goïta peut s'assurer le soutien indéfectible que lui voue le peuple malien et certaines capitales. Et devant des milliers de Maliens hier, le premier ministre de transition Shogel Kokala Maïga avait déclaré qu'aujourd'hui, le monde entier voit où se trouve la légitimité populaire. Au même moment, le chef de la junte a validé un plan de riposte gouvernementale aux sanctions ouest-africaines. La seconde partie de ce magazine pluriel invité. La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Et pour y remédier, la branche togolaise de l'ONG Réhabilitation des marginaux Remar Togo intervient depuis 1994 dans la réhabilitation et la réinsertion des personnes en situation de vulnérabilité, toxicomanes, alcooliques, prostituées, veufs et veuves, sans oublier les enfants orphelins démunis et ceux de la rue. Quel bilan de la présence de l'ONG au Togo? Quelles difficultés dans la réalisation de ces missions? Monsieur Jules Kamagaté est le responsable des relations extérieures et de la communication de l'ONG Remar Togo. Il répond aux questions de Théophile Dandakou. Monsieur Kamagaté, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme annoncé, votre organisation intervient dans la prise en charge des personnes en situation de précarité et surtout la réhabilitation des drogués et des prostituées. Pourquoi avez-vous choisi ces domaines très sensibles? Oui, ces domaines très sensibles ont été choisis par rapport à ce que, en vérifiant, nous avons trouvé qu'il y a certains ONG qui exercent simplement tout le temps dans les prises en charge des enfants orphelins ou d'autres domaines. Maintenant, nous avons choisi ce domaine spécifique par rapport au fondateur lui-même, qui a été une personne marginalisée. Donc c'est à travers sa réhabilitation qu'il a eu l'insigne idée de pouvoir aussi créer un centre pour venir en aide à ces personnes en situation de précarité. À quand remonte votre présence en Afrique et au Togo en particulier? Remar International a été basé en Afrique à partir de l'année 1992. Et c'est ainsi que dans les années 2004, nous avons eu la création de Remar Togo, qui est basé ici à Lomé, où le siège est à Didogomé. Au Togo, vous intervenez dans combien de localités et sur quels critères ces localités sont-elles choisies? Oui, présentement, nous travaillons dans 5 localités à travers le Togo. Nous avons un centre à Didogomé, à Ave Maria. Le centre d'Ave Maria s'occupe des ouvriers, c'est-à-dire des gens qui ont été déjà réhabilités, qui sont en apprentissage, qui sont des apprenants dans des métiers, différents métiers. Nous avons le centre d'Ave Maria est aussi un centre de formation, donc il est préoccupé de formation socio-professionnelle. Vous avez le centre de Pédokoué, oui, qui est dans la zone des Anguera et autres. Donc le centre de Pédokoué là-bas est regroupé un ensemble d'enfants élèves, oui, jusqu'à niveau primaire et autres. Maintenant vous avez la maison des Anguera aussi, qui abrite les tout petits et les filles, les femmes. Nous avons la ferme à Agouavédié qui réhabilite les nouvelles personnes venues en réhabilitation, c'est-à-dire les personnes marginalisées, les personnes en situation de précarité qui ont besoin de soutien de Remar. Donc ceux-là sont admis au centre d'Agouavédié. Vous avez aussi le centre de Kara. Le centre de Kara nous permet d'éloigner les enfants récalcitrants, les personnes vraiment de grande vulnérabilité. Donc ceux-là, on ne peut pas les
logés à Lomé. S'ils sont logés à Lomé, ils peuvent reprendre encore la rue ou retourner en foyer, en famille. Donc pour ce faire, nous les éloignons. Toutes personnes logées dans nos centres sont du centre REMA. Des personnes venues en réhabilitation. Parce que pourquoi nous disons cela? C'est des personnes qui ont été prises en charge par REMA Togo. Et rares sont les personnes dont les parents les ont déportés à REMA pour une réhabilitation. Donc c'est ce pourquoi toutes ces personnes sont à la charge de REMA. Donc c'est des personnes vivant à REMA et intégrées par REMA à REMA. Quel bilan pouvez-vous dresser de votre présence au Togo? Nous tenons vraiment à remercier le Seigneur Tout-Puissant qui a été toujours avec, par sa grâce, nous pouvons avoir la tête haute. Puisqu'il y a eu des enfants qui, de la base jusqu'à aujourd'hui, ils sont en fait des cycles, ils ont même des licences, et il y a certains parmi eux aussi qui sont dans des filières à l'université, sans compter ceux qui vont passer les examens du BPC, CP en cette année. Donc nous tirons chapeau pour l'effort que nous essayons de fournir pour ces personnes-là. Sans oublier aussi les apprenants. Nous avons quelques enfants qui ont eu déjà leur diplôme par rapport au métier qu'ils ont eu à apprendre. Nous remercions certaines autorités qui envisagent nous soutenir en nous aidant à propulser, à agrandir notre ministère. Donc ça fait que nous remercions ici de passage le maire de Baguida, qui est vraiment très sensible à notre cause. Nous avons une grande promesse avec lui pour avoir un local, afin de toujours continuer le ministère des REMA. Sans oublier aussi un terrain que nous venons d'acquérir à Tchekpo, dans la commune de Anagali. Monsieur Kamagaté, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos actions? Oui, les difficultés, vraiment, il y en a toujours, comme vous le saviez. Pour ne pas parler des personnes qui sont à nos charges dans la réhabilitation, bon, cela, c'est pour ce concept que nous avons créé le centre, donc nous sommes obligés d'admettre cela. Maintenant, quand nous sortions très souvent aussi, pour valoriser nos œuvres, nous sommes obligés d'approcher la population, les personnes de grande sensibilité. Il y a certains parmi eux qui nous refoulent. Il y a certains parmi eux qui ont vraiment l'instinct pour pouvoir nous écouter tout et tout. Donc vraiment les difficultés, ça ne manque pas et on fait avec. Toutes ces personnes que vous réhabilitez bénéficient-elles d'une formation? Si oui, dans quel domaine? La majorité des enfants qui sont en nos charges sont tous scolarisés. Donc c'est ceux qui n'ont pas eu la chance dès les premiers âges d'aller à l'école. C'est ceux-là qui sont avec eux. Nous aussi, on n'a pas pu vraiment les insérer dans des classes. Donc, c'est ceux-là qui apprennent des métiers. Mais ils sont à un petit pourcentage, parce que là, le pourcentage des élèves est encore plus élevé que le pourcentage des apprenants. Les grandes personnes, les toxicomanes aussi, qui ont vraiment vécu des situations difficiles. Après les réhabilitations, il y a certains qui ont eu la chance, donc aujourd'hui, qui exercent dans le grand marché des Sigamé, qui sont aujourd'hui des grands conducteurs de taxis, qui sont là, ça c'est des témoignages vivants. On attend aussi des bonnes volontés pour pouvoir vraiment nous soutenir dans l'œuvre, pour pouvoir vraiment aider ces personnes-là. Après la réhabilitation, les grandes personnes, la plupart sont libres de rejoindre les familles ou de rejoindre là où ils trouvent bon pour eux. Bon, ceux qui ont décidé de donner leur vie au ministère, c'est ceux-là maintenant que, à travers les activités créées dans le ministère, donc ils arrivent à pratiquer ces activités-là et à faire vivre le ministère à travers les activités et les sous. Parmi eux, il y a des chauffeurs, voilà, des menuisiers, des soudeurs, des couturiers même. Y a-t-il un suivi des anciens pensionnaires de vos centres? Nous pouvons dire oui, parce que certains parmi eux sont reconnaissants pour la cause qu'il y a eu à les soutenir aussi. Donc ça fait que comme nous sommes un centre à caractère religieux, nous sommes un centre chrétien, donc ça fait que tous les dimanches nous avons des séances de culte. Donc ça fait que ces anciens pensionnaires-là viennent participer dans les prières, les cultes avec nous.
Donc ça fait que nous sommes toujours en liaison. Donc souvent il y a des petits besoins, soit de notre côté ou de leur côté. Nous sommes toujours en harmonie avec ces personnes. Votre message à l'endroit des bonnes volontés et de la population. Notre message à l'endroit des bonnes volontés est qu'ils prennent conscience du travail et le rôle du REMA à travers la réhabilitation des personnes que eux-mêmes ont rejetées, oui, de les accepter aussi, comme de la manière Dieu ne refuse personne, d'avoir toujours ce sentiment-là en eux, de toujours accepter ces gens. Donc vraiment de ne pas minimiser le travail que REMA fait à travers les pays où REMA est installé. Nous attirons ici l'attention des personnes de bonne volonté de vraiment ouvrir un cœur pour pouvoir soutenir l'œuvre que REMA soumet à leurs mains et à leurs yeux, à leur cœur, afin que l'œuvre prenne de l'ampleur, afin que l'œuvre soit répandue pour pouvoir soutenir ces personnes, venir en aide, pour soutenir aussi REMA. Donc là, c'est ce que le maire de Baguida en a compris. Nous tenons vraiment à le remercier pour son geste qu'il fait pour REMA. Nous aussi, c'est une grande notaire qui se sacrifie nuit et jour pour le soutien total à REMA et avec d'autres personnes. Ici, on ne peut pas citer le nom de tous ceux vraiment qui viennent en aide à REMA, mais c'est pour dire que vraiment, il y a des gens sensibles, surtout au pays Togo ici, qui nous viennent en aide. Vraiment que Dieu les bénisse abondamment et que Dieu continue de les toucher pour pouvoir vraiment soutenir l'œuvre de REMA. Monsieur Kamagate, merci. Merci vraiment, monsieur le journaliste. Les communes, nous en parlions il y a quelques instants. Il y a de cela donc 2 ans, les élus locaux s'installaient après des mois d'exercice. Des difficultés ont apparu et des difficultés sont à relever. Dans un entretien avec le maire de la commune Tone 4, M. Blimpo Padania, un bilan de cette première gestion d'expérience a été dressé. M. Blimpo Padania s'exprime toujours au micro de Théophile Dandakou. Monsieur Blimpo Badinia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le maire de la commune Tone 4. Présentez-nous les atouts de votre commune. Merci de m'avoir accordé cette opportunité pour parler de ma commune. Ma commune est composée de 4 cantons. Le canton de Korbongo, qui est le siège de la commune, le canton de Kantindi, le canton de Luanga et celui de Sanfatoute. Notre commune fait frontière avec le Burkina Faso par les villages de Nadjou dans le canton de Korbongo, le village de Boal, Oualjouak et Mbouat, tous dans le canton de Sanfatoute. Nos atouts sont immenses. Nous menons des cultures maraîchères, c'est-à-dire des cultures à contre-saison. Nous cultivons des tomates, les piments et les oignons. Cependant, nous éprouvons d'énormes difficultés. Les tomates sont cultivées au même moment, mûrissent au même moment, être vendues au même moment, par manque de moyens de conservation. Conséquence, le panier de tomates qui était à 80 000 francs redevient à 5 000 francs. L'agriculture est très bien développée, mais parfois nous sommes confrontés aux anomalies climatiques. La saison des pluies arrive tard et repart tôt. L'élevage des volailles et des bovins sont en plein essor. Ça aussi, la peste vient détruire une partie, sans oublier les voleurs qui ne nous laissent pas le temps de dormir. La commune dispose aussi des carrières de sable, de gravier et une chaîne de montagnes qui nous servent de reboisement. Quel défi y a-t-il à relever dans votre commune? Nous avons des sites touristiques à réhabiliter. La dame folklorique appelée Diabontana à faire valoriser. La menace djihadiste est réelle. C'est un phénomène qui trouble le monde entier. Nous avons formé des comités cantonaux qui sont chargés de rendre compte pour toute personne suspecte dans le milieu. Les gens qui font des navettes sur le Burkina Faso sans raison valable sont signalés. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des militaires, mais aussi les civils. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Faure Estozivina Nyasingbe, a prôné la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est dans cette dynamique
que nous pouvons lutter efficacement contre le djihadisme. Un autre défi qu'il faut relever, c'est le Covid-19. Nous continuons de sensibiliser la population pour le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, la prise des doses de vaccins. Alors, veuillez rappeler les efforts du gouvernement en faveur de votre commune. Les efforts du gouvernement sont multiples. Sur le plan des infrastructures routières, nous avons bénéficié plusieurs pistes en pleine réhabilitation. Lorsque nous prenons le PK0 Korbangou jusqu'au PK27 Yembouat, avec plusieurs ouvrages, deuxième piste PK0 Nambongaba jusqu'au PK19 qui débouche sur la route de Tengban d'Apao. Je rappelle au passage que cette piste est pleine de montagnes. Au jour d'aujourd'hui, l'accès à tous les niveaux est rapide. Sur le plan santé, nous avons bénéficié de plusieurs USP en projet de construction, mis à part l'existant. Le suivi gratuit des femmes en état de grossesse jusqu'à l'accouchement. Je vais parler de Weizou pour ne citer que ça. Sur le plan sécuritaire, un projet de construction d'un camp militaire et un commissariat prévu à Yembouat, canton de Sanfatouti. La menace des djihadistes est réelle. C'est pourquoi, sur l'instruction personnelle du chef de l'État, une opération conjointe est mise en place pour barricader l'avancée de ces djihadistes. Sur le plan énergie, nous avons bénéficié des extensions de courant électrique, des forages dans les villages et hameaux, le fonds d'appui aux collectivités territoriales, FACT. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Forrestos Gnagna Singbe, qui ne ménage aucun effort pour le développement des collectivités. Aujourd'hui, plus de 80% de la population a compris la politique de la décentralisation. Le recouvrement des taxes n'est plus difficile. La plupart des contribuables viennent payer à la mairie. Tout ceci, c'est parce qu'ils ont vu nos réalisations dans les différents cantons. Nous avons construit un appartement amélioré pour la boucherie de Korbangou, un autre au lycée de Korbangou, 2 autres dans les marchés de Nadjou et Momba. Très prochainement, la construction des dodanes à l'entrée et sortie des cantons de Korbangou et Kantindi va bientôt démarrer. Nous passons toujours par les sensibilisations aux différents contribuables, les groupements des femmes, les corps de métier, les éleveurs, les boutiquiers, etc., etc. Nous les invitons pour nos sessions budgétaires afin qu'elles puissent toucher du doigt la réalité de nos besoins. Et nous leur disons de participer pour le contrôle de l'action publique. Ceci pourrait les permettre d'avoir un suivi pour le développement de la commune. Avez-vous un message pour vos administrés en ce début d'année nouvelle? D'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui a permis que nous atteignions 2022 en bonne santé. Je dis à mes administrés, prudence, prudence, prudence sur la route. Évitez de téléphoner au volant de votre voiture ou au guidon de votre moto. Dans les intersections ou les carrefours, la priorité n'est pas un droit absolu. L'excès de vitesse donne toujours un résultat négatif et parfois même regrettable. Mieux vaut tard que jamais. Monsieur le maire Blimpo Badinia, y a-t-il des sujets particuliers qui vous tiennent à cœur et dont on n'a pas parlé ici? Oui, le sujet du foncier. Vous savez qu'au Togo, la terre appartient aux collectivités et non à l'État. Nous sommes arrivés aux affaires voir que le paysan connaissait déjà le goût de la terre par la vente. À tel point que, pour avoir une réserve administrative, c'est de la croix et la bannière. Ceci nous martèle le cerveau. Merci, monsieur le maire. Merci pour votre assistance. Écho du Palais pour poursuivre ce journal. Les jeunes Akwete et Olivier ont été condamnés à 8 ans de réclusion criminelle. Ils sont accusés d'homicide sur le nommé Corneille, élève en classe de 5e au moment des faits. L'homicide étant l'action de tuer
un autre être humain est généralement qualifié de meurtre lorsque l'acte est intentionnel. En tout cas, et quelle qu'en soit la raison, l'homicide est considéré comme l'un des crimes les plus graves pouvant être commis. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Les faits remontent en avril 2019 où tout avait commencé par une bagarre en marge d'une veillée funèbre dans le village de Tchekpo-Dedekwe dans la préfecture de Yoto. Les accusés, Akwete et Olivier, avaient pris à partie le nommé Corneille, élève en classe de 5e. Débuté sous forme d'une simple dispute entre adolescents, la bagarre a pris une autre tournure et a dégénéré en affrontement physique avec usage de couteau. Les deux agresseurs ont atteint gravement Corneille, qui rendit l'âme sur les lieux, tandis que les deux amis furent arrêtés et détenus pour crime d'homicide volontaire. Lors du procès, ni les témoins ni les accusés eux-mêmes n'ont pu révéler les vraies causes de la bagarre. Il a été juste noté que les deux agresseurs étaient en état d'ivresse le jour de l'altercation. Se basant sur les témoignages recueillis, la déposition de l'enquêteur, une image du corps sans vie de la victime et les plaidoiries de l'avocat de la défense, la cour d'assises de Lomé a condamné Akwete et Olivier à 8 ans de réclusion criminelle. Mesdames et messieurs, cette affaire nous interpelle tous. Soyons donc modérés dans l'usage des boissons alcoolisées, car en état d'ivresse, l'on peut facilement perdre le contrôle. Du sport et football, CAN Cameroun 2021, le Nigeria est l'une des équipes favorites de la compétition. Elle l'a prouvé face à l'Égypte lors du premier match. La confirmation est donc attendue ce samedi face au Soudan. La Guinée-Bissau peut, elle, espérer son premier point face au Pharaon Kilim Poyodé. Pour cette rencontre très décisive pour le Nigeria qui veut assurer sa place au tour prochain, c'est-à-dire les huitièmes de finale, les Super Eagles devront composer sans Omeruo blessé face à l'Égypte. Les Nigérians pourront toutefois compter sur le retour de leur milieu de terrain Didi. Le Nantais Moses Simon, très puissant sur le couloir droit, est titulaire après un jeu on ne peut plus convaincant face au Pharaon d'Égypte. Seront aussi de la partie Okoye, Enan, Troust, Ekong, Chukwueze et Yenacho. Les Soudanais aligneront des crocodiles aux dents très acérées comme Abou Eshrain, El Fadini, Nemer, Kashroum, Abbas, Walindine et autres. Dans l'autre rencontre, l'Égypte doit se relancer vu son statut de nation favorite et la plus titrée du continent avec 7 sacres face aux modestes Bissau-Guinéens qui ont fait match nul face aux Soudanais lors de la première journée. La Guinée-Bissau, 106e au classement FIFA, alignera des joueurs qui pour la plupart évoluent en France comme Moreto Gassama et Opa Sanganté. En face, l'Égypte amène une armada composée de Mohamed Salah de Liverpool, Marmouche de Stuttgart en Allemagne ou encore El Neni d'Arsenal et les autres qui jouent dans le championnat domestique. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce magazine pluriel. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à Radio Lomé.